à la Trump, c'est l'ambiance. Allô? Ouais, ça y est. Ça y est. Excusez-moi, on n'entendait plus très bien le jingle. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on l'a eu. Bonjour madame. Oui, alors voilà, deuxième conférence, excusez-moi, là j'y étais pas. Oui, tout à l'heure, si on peut laisser la slide sur la conférence, merci. Donc deuxième conférence sur le contexte géopolitique et économique incertain. Alors ça, on a déjà un peu abordé le sujet dans la précédente conférence sur le baromètre, où on a vu que le contexte géopolitique a laissé des traces, le contexte social, le contexte économique. Là, on va être un peu plus, on va rentrer un peu dans le dur du sujet, puisque on a, alors ils sont séparés, mais c'est pas parce qu'ils vont, c'est pas les coins de ring, hein. Ils sont séparés simplement pour que tout le monde puisse avoir accès au slide. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu de mal là ce matin. Donc on a deux ports, un français et un étranger. Oh, je ne vais pas dire étranger parce que c'est lui qui va me tuer. Mais on a Aropa Port qui est le premier port de conteneurs en France. Anvers qui est, alors on ne va pas le dire, hein, mais qui est un grand port. Voilà, 13 millions de boîtes, c'est pas rien non plus. Et puis on a de l'autre bord de la Seine, on a les chargeurs, les commissionnaires en transport et les France PCS pour d'autres risques. Parce qu'en effet, on va parler risque géopolitique, on va parler de tout ce qui s'est passé, des changements qui ont eu lieu en 2024 avec les nouvelles alliances et de l'impact que ça a pu avoir. Alors, on va commencer par vous, Chris Danarajou. Vous êtes directeur général adjoint de Aropa Port en charge du développement. Alors justement, entre les changements, les nouveaux paradigmes du transport maritime mondial, comment est-ce que, puis la crise de Suez, je veux dire, il ne faut pas se la cacher, comment est-ce qu'un port comme Aropa Port réagit et qu'est-ce qu'il entreprend pour essayer de passer, pas d'esquiver ces crises, mais de lisser un peu ces perturbations? Bonjour à tous, merci pour votre invitation à cette table ronde. Alors évidemment, elle s'inscrit dans la continuité de la table ronde précédente, en fait, donc on ne va pas lister tous les éléments de perturbation qu'on a pu connaître ces dernières années. Les ports, déjà pour répondre à votre question, ont traversé des crises, j'ai envie de vous dire, depuis une dizaine d'années. Ils ont toujours été résilients et on s'est toujours adapté effectivement au contexte géopolitique. En fait, les marchandises continuent à passer, on essaye toujours de trouver des solutions pour le passage, la fluidité du passage de la marchandise. La multimodalité en est un très fort. Comme on l'a souligné sur la table ronde précédente. En fait, on est convaincu chez Aropa Port que tout ne peut pas être évacué par la route, qu'il faut absolument effectivement avoir des moyens alternatifs d'évacuation par le ferroviaire, le fluvial. Et aujourd'hui, de manière même globale, j'ai envie de vous dire, le passage se fait aussi en considérant un maximum d'options possibles en fait, pour les chargeurs dans des contextes géopolitiques qui sont évidemment très tendus. Alors, peut-être juste pour rajouter un dernier paramètre aussi qu'on n'a pas forcément évoqué dans la table ronde précédente, je me suis amusé à regarder aussi la fiabilité des taux d'escale aussi, qui est un indicateur assez parlant sur les dernières années, puisque c'est l'indicateur qui permet de savoir si les navires arrivent bien dans leur fenêtre d'escale, donc dans le temps qui était planifié au départ, en fait. Cette fiabilité de taux d'escale, elle était de l'ordre de 80% avant la crise Covid. En fait, on a atteint des pics en 2019. Pendant la crise Covid, évidemment, ça s'est effondré. Pendant les années 2022-2023, on était descendu jusqu'à 30%. C'est-à-dire que 70% des navires n'arrivaient pas à l'heure, en fait. Et finalement, l'année dernière, c'est ça qui est assez étonnant, en fait, pour repositionner l'année 2024 par rapport à tout ce qu'on a pu connaître, la fiabilité était à 50% au début d'année.
au début de la crise du canal de Suez, et finalement elle est repassée à 60% en fin d'année, quoi. Donc l'année 2024 se situe entre les années perturbées 2022-2021 avec la congestion mondiale et puis les meilleures années qu'on a pu connaître en 2019, avec une forme finalement, en fait, au cours de l'année, une forme d'intégration finalement, en fait, du retard des navires qui passaient par le cap de Bonne-Espérance et non plus par le canal de Suez. Et finalement, la supply chain s'est un peu habituée à ce transit time supplémentaire allongé de 10 à 15 jours pour finalement avoir un taux de fiabilité qui est passé de 50 à 60%. Oui, c'est certain. Et même avant, on avait même des armateurs qui annonçaient 90% de taux de fiabilité sur leur service. Je pense notamment à la ZIM qui avait des chiffres qui parfois allaient au-delà des 90%. Et donc, c'est relativement intéressant. Luc, on voit aussi que ces différentes crises, alors on en a cité, on a parlé de la mer Rouge, on a parlé des effets. Tout le monde s'attend et reste un peu suspendu aux lèvres de Donald Trump, là, qui va nous annoncer des taxes, parce que ça aussi, c'est un effet de boule de neige. C'est-à-dire, au début, il a fallu énormément exporter. Tant que les taxes ne sont pas rentrées en vigueur, tout le monde exporte. Puis il va falloir demain revoir avec ça. Toutes ces crises faisant, comment est-ce qu'à Anvers, vous avez réagi ? Merci Hervé. Donc je suis ce port étranger, comme tu disais, mais je me sens bien à l'aise chez vous. Je connais bien Chris. Et j'ai vu que sur le slide, il y avait quand même le port d'Anvers marqué. Hein. C'était pas mentionné, mais c'était marqué quand même. Non, mais on l'a mentionné. Si, on l'a mentionné. C'est que tu n'as pas dû ouvrir les oreilles à ce moment-là. On l'a mentionné. Non, merci d'abord pour être invité, de faire partie de cette séance. J'aime quand même commencer avec quelques remarques en général. N'oublions pas que pour nous, les ports, le commerce international, c'est primordial. Nous vivons du commerce international. Donc, toute situation ou mesure qui entrave ou qui limite le commerce international, bon, c'est fondamentalement défavorable pour nous. Donc, on est dans une période de temps qui est vraiment défavorable pour le développement. Et on est quand même heureux de voir qu'il y a encore des croissances. Les troubles géopolitiques qui conduisent en fait toujours à des perturbations dans le commerce et dans le transport, parce que l'impact sur les chaînes d'approvisionnement est toujours là. Aujourd'hui, les produits comme par exemple une voiture a parfois des composants qui sont de provenance de plus de 80 pays. Donc quand il y a un conflit quelque part, évidemment ça a un impact sur les supply chains. Et important pour nous comme port, on est plus qu'un port. Aussi à Europa, nous, c'est aussi un endroit où il y a une industrie très importante. Donc l'impact n'est pas seulement sur les activités portuaires, le chargement et le déchargement de bateaux, mais on a aussi dans nos ports des activités industrielles très importantes. Et aussi, on devient de plus en plus à Anvers et Bruges un hub énergétique. Donc il y a aussi l'impact sur ces activités-là que je voudrais quand même peut-être plus tard dans la discussion revenir à ce sujet, parce qu'on est confronté en Europe avec une hausse de prix de l'énergie énorme et les tarifs sont presque de 3 à 5 fois plus hauts qu'aux États-Unis. Ça mène vraiment à une pression énorme sur notre industrie et ça, c'est vraiment pour moi le menace principale dans cette période d'incertitude et surtout la situation du gouvernement Trump et toutes leurs taxes. Hein. Ça va avoir un impact énorme sur notre industrie. Ça, c'est encore plus important. Bon, rôle des ports, quel levier nous avons? Bon, d'abord, on a un rôle à jouer comme autorité portuaire de ce qu'on appelle le community builder. C'est à nous de mettre autour de la table, dans des périodes difficiles comme aujourd'hui, tous les joueurs du supply chain, les armateurs, les transitaires, les terminaux, toutes les autorités, pour vraiment parler de façon transparente sur les problèmes, de voir ensemble ce qu'on peut faire. Et quand je prends les leviers, il y a un levier que j'aimerais vraiment mentionner, ce sont les partenariats. Les partenariats stratégiques, nationaux et internationaux. On a vu ça encore une fois pendant la période de Covid, que tout seul, on ne peut pas survivre. Hein. Peut-être qu'on va très vite, mais on ne va pas loin. Il faut agir ensemble, il faut voir ensemble ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Et encore plus qu'avant, je vois l'importance des collaborations internationales
entre les ports et des institutions internationales comme l'AIVP ou l'IAPH. Donc, bien important. Autre levier déjà mentionné par Chris, c'est le transport des marchandises vers l'arrière-pays. Donc les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, ça mène à la congestion sur les terminaux. Donc ces questions, dans ces périodes-là où les navires arrivent hors de leurs fenêtres, ils arrivent tous ensemble à un certain moment, d'évacuer les marchandises le plus vite possible des terminaux pour créer de l'espace pour le bateau suivant. Donc là, nous continuons fortement de travailler sur le modal shift, l'usage plus du barge du rail, pour optimiser en fait les opérations sur les terminaux. Autre élément, digitalisation. Là aussi, il y a encore des éléments qui peuvent aider à améliorer les process sur les terminaux et dans les ports. Et peut-être qu'un dernier élément, si vous me permettez, Hervé, c'est l'innovation. Je suis très fier d'un projet qui a démarré tout petit, mais qui est maintenant fully fledged, c'est le transport d'échantillons par drone dans le port. Donc, imagine, il y a les bateaux avec le vrac liquide. Il faut prendre des échantillons. Ils doivent être envoyés à un labo pour être examinés. Et puis, le bateau reçoit son go ahead. Vous pouvez sortir. Donc, pour gagner du temps, on a mis un système de transport des échantillons du bateau, du terminal, jusqu'à un labo qui est près de la ville. On gagne des heures avec ce système. Donc, les drones, il passe, bon, il y a le drone là, c'est un drone un peu plus grand que celui-là, qui transporte alors les échantillons. C'est un élément d'innovation qui aide aussi pour créer plus d'espace et moins de voitures et camions sur la route. Bon, c'est un peu ça. Merci Luc. Mais c'est vrai que quand on entend les deux ports, Aropa et Anvers, on voit qu'il y a l'innovation, de toutes les manières, elle est partout. Et ce que vous avez dit, Chris, je rebondis dessus, mais on va certainement en reparler, c'est la collaboration et la coopération entre les différents acteurs autour du port. Alors, les acteurs du monde portuaire, c'est aussi, je ne dirais pas sur l'autre bord, mais parce que c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, mais entre les commissionnaires, les chargeurs et les chargeurs, il y a un rôle aussi, puis il y a une appréhension de la façon dont se déroulent les opérations. Et donc, je me tourne vers vous, François Daniel, vous êtes délégué général de TLF Overseas. Alors bon, on a vu, on a parlé crise, on a parlé un certain nombre de choses. Comment est-ce que, d'après vous, ces crises ont pesé sur les opérations portuaires ces derniers mois, en parlant de 2024 et début 2025? Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, peut-être rapidement, commissionnaire de transport, pour ceux qui ont un doute, le commissionnaire de transport, c'est celui qui, pour le compte d'un importateur ou d'un exportateur français, va organiser le transport de marchandises. Alors, ceci étant dit, quels sont aujourd'hui les critères déterminants pour choisir un port ? Parce qu'on a parlé des deux ports qui sont là, donc deux grands ports qui acheminent beaucoup de marchandises vers le marché français. Le premier critère, c'est une offre de service en matière de lignes conteneurisées qui est suffisamment étoffée. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir vraiment un lien avec toutes les régions du monde. Et donc, plus il y a des offres de transport pour acheminer les marchandises, plus facile il est pour un importateur d'utiliser ce port. Et puis le deuxième critère, et ce n'est pas par ordre hiérarchique, on a parlé tout à l'heure de fluidité, moi j'ai parlé de fiabilité. La fiabilité du passage portuaire, j'y reviendrai dans un second temps. La fiabilité du passage portuaire, c'est s'assurer finalement que quand on choisit ce port-là, on soit sûr de pouvoir récupérer son conteneur. Et puis le troisième point, c'est le sujet de la fluidité des marchandises, notamment d'un terminal vers l'interland. Je crois que c'est toi, Chris, mais je sais très bien qu'Anvers est un très bon élève aussi là-dessus. On parle de multimodalité. Là, forcément, du terminal vers l'interland, enfin l'interland, c'est un sujet où aujourd'hui, on a quelques chiffres. Fos, par exemple, puisque je sais que Chris est là, je commence par Fos, c'est 77% d'évacuation des conteneurs par voie routière. Le Havre, c'est 85% d'évacuation par voie routière. Quand on regarde Anvers, c'est 51% par voie fluviale. Quand on regarde Hambourg, c'est 54% par voie ferroviaire. C'est un levier peut-être pour améliorer la compétitivité des ports français. On est commissionnaire de transport maritime en France et donc on est là pour prêcher pour les ports français, même si, bien entendu,
Anvers fait partie des alternatives quand il y a des congestions portuaires. Et les deux autres petites choses, c'est notamment les contrôles phytosanitaires, vétérinaires, les contrôles douaniers. C'est important que ça fonctionne bien parce que c'est un critère de compétitivité pour les différents ports. Et donc, il est essentiel qu'on puisse avoir en tête la nécessité de la part de nos pouvoirs régaliens d'avoir suffisamment d'outils et de moyens pour assurer ces contrôles-là. Je n'écouterai pas Chris, je vais quand même citer un certain nombre de raisons pour lesquelles il y a des congestions portuaires aujourd'hui. Et je ne serai pas très très long, Hervé, je te rassure. Mais on a listé un peu tout ça parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait maintenant. Nos ports, ils sont quand même un peu en difficulté. Et on a un certain nombre, on a 4 ou 5 raisons de ces congestions. La première, c'est des événements géopolitiques majeurs. Donc je ne les développerai pas parce qu'on les a développés tout à l'heure, mais les Houthis en mer Rouge, la guerre en Ukraine. Et puis on a des événements climatiques aussi, avec des tempêtes, des mers fortes, des inondations. Comment est-ce que les ports vont faire pour finalement réussir à être résilients, à résister face à ces changements-là? Une pandémie mondiale, ça peut mettre à mal toute la congestion portuaire. On peut citer le Covid-19, mais on espère que ça sera la dernière, mais on n'en est pas certain. Des accidents, on a tous en tête l'Evergiven en 2021, mais en 2024, on avait le porte-conteneur Dali qui a percuté un pont à Baltimore. Ça a posé des problèmes. Donc ça, c'est des sujets. Et puis, je termine par mon petit dernier, qui est mon petit préféré. C'est le sujet des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, on a 2 possibilités d'avoir des mouvements sociaux. Des grèves, et des grèves, il y en a actuellement à Anvers d'ailleurs. Donc, il n'y a pas à rougir du côté de la France. Par contre, on a des opérations port-mort. Et les opérations port-mort, c'est comme son nom l'indique, la mort de nos ports. Donc ça, c'est vraiment des sujets. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, et je terminerai là, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réussir à faire en sorte que nos ports, dans ce contexte géopolitique et économique, puissent conserver leur position, voire même, allez, soyons un peu ambitieux, les améliorer. On a 2 possibilités, deux petits, je dirais, éléments de réflexion, et comme ça permettra à Jean-Michel de continuer du côté des chargeurs. Le premier, c'est avoir un dispositif de gestion de crise avec les services de l'État, tous les services concernés, parce que vous savez, nous, quand on dit qu'il y a des problèmes dans les ports, il y a 15 000 services de l'État qui se renvoient la balle. Donc c'est important pour nous de pouvoir tous les avoir autour de la table et leur expliquer finalement nos difficultés. Et puis le deuxième gros point, c'est un plan de continuité d'activité en concertation avec les acteurs de la chaîne logistique. Mais les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer. C'est-à-dire que si ce n'est pas impulsé par les pouvoirs publics, ça va être très compliqué de se mettre d'accord. Je m'arrêterai là. Je vous remercie. Mais merci François. C'est vrai qu'on a eu pas mal de choses. Il y aura peut-être des éléments à rebondir pour Chris et ou Luc. Oui, il y a un certain nombre de choses, et ça a été dit précédemment. La pandémie, on l'a subie plus qu'on ne la gère. On la gère et on l'a subie. Et tout le monde l'a subie. C'est-à-dire qu'une pandémie, un problème de congestion, les problèmes de mer Rouge, ils sont répercutés de la même manière à Anvers, Rotterdam, Barcelone ou Marseille. Et pour revenir sur les mouvements sociaux, en effet, je ne veux pas faire de la contre-publicité pour Anvers. Ils ont eu 3 jours de grève au mois de mars, si je me souviens bien, des pilotes. Il y a eu à Rotterdam des jours de grève. À Hambourg, il y a eu des jours de blocage du ferroviaire. 54% du ferroviaire à Hambourg qui a été bloqué pendant 4 jours au mois de février. Donc la France n'a pas l'apanage et la palme des problèmes sociaux. On les remarque plus parce qu'on est français, voilà, mais c'est vrai que les autres le subissent aussi. Je me tourne maintenant vers les chargeurs. Ils ont eu leur tribune juste avant, mais je pense que c'est intéressant de revenir un peu, d'approfondir un peu ce qui a été dit sur les précédentes choses. Jean-Michel Garcia, vous êtes délégué de la UTF. Donc, comme tout le monde, vous subissez les différentes crises. Vous êtes aussi en bout de chaîne. Donc vous êtes un peu le dernier maillon de la chaîne. Alors on ne va pas jouer au maillon fort ni au maillon faible, mais c'est vous qui subissez tout ça. Comment est-ce qu'on va lisser ces perturbations quand on est industriel ou quand on est chargeur, une fois que tout le monde est passé et qu'il faut arriver et que vous arrivez en bout de course? Alors, merci beaucoup, mais c'est pas moi qui supporte tout ça, hein, ce sont les chargeurs. Voilà, ce sont les chargeurs dans un premier temps, et au final, potentiellement,
les consommateurs également. En fait, oui, la question elle est quand même super intéressante. Comment est-ce qu'on va lisser tout ça? Comment est-ce qu'on peut lisser ces perturbations? Alors, j'ai des solutions. Ça y est. Vas-y. L'homme aux solutions. Alors, effectivement, hein, quand ça a été dit... Attention, si ça marche pas, c'est toi qui es responsable. Hein. Oui, oui. Tu vois, il prend des notes. Ah non, mais bien sûr, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, il y en aura pour tout le monde. Dans toutes ces perturbations, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient sociales, il y a un facteur qui est important, c'est finalement ça va coûter. Ça va coûter cher. Et ça va coûter cher, il va falloir payer. Donc, payer une augmentation d'un navire, enfin d'un taux de fret, c'est normal lorsqu'il y a des perturbations. Ce qui n'est pas normal, c'est l'excès qui peut y avoir autour de ça. C'est-à-dire qu'on comprend qu'effectivement, on est, par exemple, je ne connais pas les chiffres, mais 30% de capacité en moins et que ça ait eu un impact sur les coûts d'une certaine façon. Ce n'est pas normal d'avoir une note qui soit x4. Donc ça, c'est des sujets qui sont importants et qu'il faut savoir se poser. C'est normal d'avoir des grèves. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit entièrement bloqué, c'est que ce soit entièrement paralysé et qu'on soit pénalisé finalement sur le fait qu'on ne puisse pas récupérer une marchandise et qu'en plus on ne le fasse payer. Donc ça, c'est la réalité des choses. Donc effectivement, ça a des grosses conséquences pour tous les acteurs. Les transporteurs ne peuvent plus travailler quand il y a une congestion, quand il y a des mouvements sociaux. Ça a des conséquences sur les flux. Les commissionnaires reroutent des marchandises parce que des fois n'ont pas le choix. Les navires ne servent plus le port, etc. Donc tout ça, c'est un contexte qui est extrêmement compliqué. Alors effectivement, on subit, tous les chargeurs subissent, mais suivant qu'on soit petit ou qu'on soit gros, eh bien les conséquences ne sont pas forcément les mêmes. Un petit chargeur, lorsque son chiffre d'affaires c'est 100% sur les États-Unis et que ça fait partie effectivement des produits qui vont être avec des droits de douane élevés, eh ben, ça aura une conséquence dramatique. Lorsque il a des affaires avec la Russie, eh bien, ça aura des conséquences dramatiques. Lorsqu'on est un petit chargeur, effectivement, lorsqu'on veut récupérer un conteneur et qu'on ne peut pas le récupérer, ça a des conséquences dramatiques. Donc quand on est un petit chargeur, il faut le savoir, c'est très difficile. Et effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions à ça. Je suis désolé de le dire comme ça, mais là, on subit de plein fouet la réalité de ce qui se passe. Quand on est une grosse structure, c'est là qu'il peut y avoir effectivement plus de réflexion. Il y a trois sujets. Il y a l'intégration de la géopolitique dans le modèle de la stratégie d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gros groupes intègrent cette notion géopolitique dans leur stratégie. J'ose espérer que les ports font pareil. J'ose espérer que les transporteurs font pareil et que ça fait partie effectivement de ces réflexions. Mais ça, c'est le premier point. Il faut vraiment rentrer dans le détail, effectivement, et bon, ça, c'est un sujet. L'autre point, c'est augmenter la résilience des supply chains mondiales. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Et ça, c'est ce qui permet de lisser aussi les choses. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ça a été dit tout à l'heure, avec des partenariats sur les bons ports, sur les bons commissionnaires de transport, sur les bons transporteurs, avoir des contrats qui sont réfléchis, qui sont équitables, sur lesquels on peut discuter avec des engagements de tous les acteurs. Ça, c'est effectivement ce qui va permettre de lisser autant que faire se peut
par rapport à ce monde d'aléas aussi important, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Dernier point, la décarbonation. Il y a aussi des grandes réglementations qui arrivent. On parle de mesures d'ajustement carbone aux frontières, on parle de déforestation. Eh bien, ces sujets-là doivent être aussi intégrés et auront des conséquences aussi sur les flux de marchandises. Tout ce qui est réglementaire aussi doit faire partie de la réflexion des entreprises. 3 sujets sur lesquels il faut se pencher et pour pouvoir permettre et répondre à cette question, comment lisser ces perturbations. Très difficile, bien évidemment, mais c'est un gros travail au niveau de la stratégie des entreprises. Merci. Et c'est vrai que bon, on a beaucoup parlé là ce matin de perturbations, de difficultés, de résilience aussi des ports. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on a demandé à Maxence Hérault, qui est président de France PCS, de venir. C'est d'abord, il y a une première chose, c'est malgré ces différentes crises, les ports restent résilients. C'est ce qu'on a entendu depuis ce matin. Alors, vous êtes en train de bâtir, je crois, un baromètre sur ce sujet, donc ça sera intéressant de nous en dire 2 mots. Mais il y a aussi une chose dont on a peu parlé ce matin encore, c'est la cybercriminalité. Et là, les cyberattaques, bon, on va pas se mentir, elles vont se développer. C'est un peu la guerre économique de demain. Est-ce qu'il y a des solutions face à ces cyberattaques, Maxence? Oui, merci Hervé. On en a parlé plusieurs fois lors de cette conférence. Vous pouvez passer la diapo. Excusez-moi Maxence. S'il vous plaît, vous pouvez passer la diapo. Voilà, merci. On a une diapo. Ça va venir. Ah, super. On a parlé plusieurs fois, la résilience des chaînes d'approvisionnement passe par la collaboration, par des partenariats, par travailler entre les différents acteurs. Et nous, chez France PCS, on est justement là pour faciliter cette collaboration. Déjà parce qu'on met en place des CCS. Les CCS sont des cargo community systems qui viennent permettre aux différents acteurs d'une place portuaire de collaborer ensemble de façon numérique, digitale, pour partager des données, partager des informations, mettre en place des processus collaboratifs. Et l'ensemble de ces outils, de ces méthodes, viennent construire la résilience des chaînes d'approvisionnement parce que justement, elles vont permettre aux différents acteurs de mieux s'intégrer, de mieux interagir ensemble, de mieux discuter et de mieux fonctionner. Alors là, on voit dans la carte les différentes places portuaires qui sont représentées aujourd'hui par les acteurs qui développent des CSS au sein de France PCS, qui nous permettent justement d'avoir une vision globale et complète de toutes les activités portuaires en France, et ce qui nous a permis de sortir le baromètre de la manutention portuaire en partenariat avec l'UNIM, afin d'avoir une vision claire, transversale, en utilisant exactement les mêmes outils, les mêmes métriques, pour construire une vision transparente et partagée de l'activité portuaire. Ça, c'est une manière de collaborer qui va justement donner de la vision, de la transparence et permettre à chacun des acteurs de prendre les bonnes actions. Mais c'est le genre d'action que l'on met aussi en place pour des modes de travail plus défensifs et comme abordé par Hervé, tous les sujets de cyberdéfense. On a mis en place chez France PCS, par exemple, un SOC avec Orange Cyberdéfense. On a signé les contrats hier, qui vise à renforcer notre niveau de cyber-résilience vis-à-vis de toutes les attaques au niveau des places portuaires. Quand on met en place un écosystème qui est basé sur un CCS qui va venir digitaliser les processus de passage de la marchandise, ça devient des processus qui sont assez sensibles. Et on a besoin de cette collaboration entre tous les acteurs pour s'assurer qu'on renforce le niveau de cyber-résilience à un niveau plus de l'écosystème plutôt que acteur par acteur. Ça permet, plutôt que de mettre un rempart face à différents types d'attaques, d'avoir véritablement tout un ensemble de fortifications autour des CCS qui nous permettent de réagir à des attaques de manière collective et collaborative. Ça permet globalement de renforcer le niveau de résilience vis-à-vis de toute attaque cyber qui pourrait se passer. Et ça permet aussi d'engager une démarche collaborative et collective. C'est-à-dire qu'on met en place des outils qui vont pouvoir être utilisés par tout un ensemble d'acteurs. Jean-Michel, tu mentionnais qu'effectivement, aujourd'hui, il y avait les plus petits acteurs, parfois, étaient plus exposés, plus sensibles aux attaques, aux perturbations.
La mise en place de ces outils de manière collaborative permet à la fois d'utiliser des ressources en commun qui vont profiter à la fois aux plus gros acteurs, mais aussi aux plus petits. Et ça permet du coup de renforcer l'ensemble de la chaîne, parce que sur des sujets de cyberattaque, en fait, qu'on soit petit ou qu'on soit gros, s'il y a un acteur qui se fait attaquer, ça risque de perturber l'ensemble de la chaîne. Donc avoir ce travail collaboratif entre différents acteurs, sans oublier certains plus petits acteurs ou plus gros, ça permet de s'assurer que l'ensemble de l'écosystème est plus stable, est plus fiable et est plus solide. Donc nous, par la mise en place de ces outils-là, c'est ce que l'on va rechercher justement, c'est de s'assurer que dans cette démarche collective, on apporte et on crée de la valeur pour l'ensemble des acteurs. Merci Maxence. Alors le SOC, c'est pas le SOC. Je tiens juste à le rappeler parce que en effet j'étais hier à la signature. Le SOC, c'est un Security Operations Center, si je me trompe pas. Donc c'est un centre d'opération et de sûreté. Voilà. C'est pas un socle, ça s'écrit SOC comme vous pouvez le dire. C'est ça. Hein. Oui, exactement. Très simplement, c'est un système opérationnel qui va venir vérifier que tous les points d'accès à un système informatique sont sécurisés et qu'il n'y a pas d'anomalie qui se passe. Donc on va aller vérifier que tous les gens qui y accèdent ont bien les droits et qu'on n'est pas en train de subir une attaque. Ça permet d'identifier des attaques, d'identifier des actes malveillants qui vont se passer sur un système informatique et d'alerter si jamais on en rencontre un pour prendre les actions de manière les plus rapides possible et d'être réactif. Merci. On a un peu de temps encore pour la salle. Si jamais, est-ce que je voudrais que vous réagissiez. Est-ce que vous auriez des questions ou des réactions? Si on va, n'hésitez pas, hein, surtout. Pour l'instant, j'en ai pas. Ah si. Oui, bonjour. Donc, c'est pas sur la cybercriminalité. Non, mais surtout le sujet qu'on a abordé. Tout à l'heure, on parlait de coûts. Et je voulais savoir, donc on sait très bien que lorsqu'on importe, si on n'a pas la documentation qui va bien, etc., on va payer des frais de stationnement et de surestarie. Par contre, lorsque nous ne sommes pas responsables du retard, parce que le port est engorgé ou je ne sais quoi, on nous facture quand même des frais de stationnement et du surestarie, alors qu'en fait, nous ne sommes absolument pas en retard, nous, dans notre documentation, que c'est des faits des ports, et nous sommes quand même facturés, et j'aimerais comprendre pourquoi. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes chez Devred, hein, si je me rappelle bien. Voilà, c'est vrai, on va laisser les ports répondre. Alors, juste une petite précision, on devait avoir un armateur qui, on en a contacté plusieurs, qui se sont tous défilés, les uns derrière les autres. Donc, ils sont relativement discrets, disons. Pardon ? Ils sont relativement discrets. Moi, je dis qu'ils se défilent, parce qu'à un moment ou l'autre, voilà. Bon, alors, c'est ma petite pique, voilà, pour eux. Les manutentionnaires n'ont pas pu venir, ils s'excusent, mais ils étaient prêts à intervenir, mais ils ont eu un empêchement de dernière minute. Donc, voilà. Chris, face à la question de la dame. Tu me demandes de répondre à la place des manutentionnaires et des non, pas à la place des manutentionnaires comme port. Les manutentionnaires ne sont pas venus, quoi, en fait. Donc, c'est toujours très compliqué pour nous de répondre. Non, et je ne m'aventurerai pas forcément en fait, à vous expliquer le mécanisme contractuel que les chargeurs ont avec leurs armements ou avec les terminaux. L'autorité portuaire est là plutôt pour faciliter les choses. Et en fait, on a évoqué quand même pas mal de perturbations. Moi, je voulais peut-être plutôt revenir là-dessus. Le rôle d'un port, quand il y a une perturbation ponctuelle qui arrive, hein, que ce soit des mouvements sociaux, que ce soit un accident, que ce soit une défaillance de type cyberattaque, le rôle d'un port et de l'autorité portuaire, c'est de mettre la machine en marche le plus rapidement possible. Et là-dessus, on en a suffisamment parlé. On a des solutions, quoi, en fait. Hein. Et effectivement, on se met en place avec la portuaire pour essayer d'ouvrir les terminaux la nuit, le week-end, pour renforcer les navettes pour les évacuations, que ce soit des navettes directes ou passant par moyens indirects comme le terminal multimodal qu'on a à voir. Donc ça, oui, on sait faire, quoi, en fait. Hein. Après, effectivement, la relation contractuelle entre le chargeur, le commissionnaire, les armements et les terminaux, l'autorité portuaire n'est pas impliquée dans ces relations contractuelles, quoi, en fait. Donc c'est plus compliqué pour nous d'intervenir à ce niveau-là. Mais voilà, nous, on est là pour essayer
d'offrir un maximum d'alternatives possibles. Et aujourd'hui, plus que jamais, face aux différentes perturbations, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, il faut avoir des moyens d'évacuation, des navettes fluviales, ferroviaires, directes, indirectes, et peut-être même effectivement anticiper ces perturbations et savoir faire aussi des stress tests, quoi, en fait, hein, pour dire comment le port, comment la place portuaire va réagir quand il y a une perturbation de ce type-là, quoi, en fait. C'est cette organisation d'ensemble qui est à la charge de l'autorité portuaire et de la place portuaire pour pouvoir répondre en temps voulu. Moi, par contre, je peux répondre à ça. Hein. Oui, alors si tu permets, on va déjà... voilà, parce qu'il y a une question qui a oui, été posée qui est super importante. Tu vas répondre. Luc, juste pour répondre. C'est pas mieux dire en fait. Hein. Voilà, d'accord. Je laisse la parole. Tu vas pouvoir répondre. Vas-y, Jean-Michel. Voilà, alors ça, c'est une question très importante, voire même fondamentale pour les chargeurs, parce que effectivement, vous avez mis le doigt sur des frais qui sont mis en place lorsque le chargeur ne répond pas à un cycle normal d'aller chercher son conteneur au port et de ramener le conteneur vide au port. Donc on appelle effectivement le fait de rester sur le terminal du stationnement. Et lorsqu'on dépasse une certaine franchise, on parle de frais de stationnement. Les frais de détention et de surestarie, c'est le fait d'utiliser un conteneur, de le ramener chez soi et de le retourner vide au port. Ça, ce sont des frais liés au contenant. Ces frais-là, il y a des franchises, il faut les respecter pour le bon fonctionnement du flux et c'est totalement compréhensible. Nous, chargeurs, on le comprend parfaitement. Il faut que l'espace du terminal puisse être vide pour que ça puisse avoir un roulement normal. Il faut que le conteneur puisse revenir pour qu'on puisse pouvoir charger. On parle de manque d'équipement, etc. C'est à ça que ça répond. Ça, nous, chargeurs, on est d'accord. Ce sur quoi on n'est pas d'accord, c'est lorsqu'il y a une congestion, lorsqu'il y a un mouvement social et que l'on ne peut pas aller récupérer la marchandise. Et là, on nous facture. On nous facture des frais de stationnement et des frais de détention et de surestarie, alors qu'on n'en est pas fautif. Eh bien, c'est simple, il faut refuser de payer. Il faut refuser de payer si vous êtes en contrat direct avec la compagnie maritime. Il faut dire que vous n'êtes pas responsable de séparer finalement les lignes de facturation avec ce que vous avez à payer et que ce qui ne vous concerne pas, vous ne les payez pas, voire même de faire deux factures différentes et une qui effectivement à voir comment eux vont payer cette facture, mais en tout cas ce ne sera pas vous. Donc il faut rentrer effectivement dans une défense de refuser systématiquement quand de demander un détail et de refuser. Voilà, ça c'est important, il faut le faire parce que vous n'avez pas à payer ça. On peut vous faire des menaces, on peut vous faire différentes choses, pas de problème, on refuse. Merci. Hervé, oui. Je peux juste un élément. J'ai Oui, petite frustration. Non, on ne voudrait pas te frustrer quand même. Hein. Comme un petit peu. On fait des efforts pour faire évacuer les conteneurs le plus vite. Par exemple, on a mis des systèmes de points de consolidation hors des ports. On même donne une subvention pour chaque conteneur qui est évacué par péniche vers ce point hors du port pour là être collectionné par un camion. Mais toujours, les excuses, mais les chargeurs, les bénéficiaires des marchandises préfèrent d'aller chercher le conteneur dans le port. Donc, c'est une petite frustration. Je sais, il y a un coût supplémentaire, mais c'est quand même collaborer ensemble pour faire passer les conteneurs plus vite. Tout à fait. C'est un peu le principe du terminal multimodal du Havre. Non. Oui, et même au-delà de ça, je pense qu'il faut que en fait, les chargeurs et les commissionnaires aussi adhèrent à des schémas de fonctionnement en mode dégradé, quoi, et donc des schémas alternatifs, quoi, en fait. Hein. Effectivement, si tout le monde veut récupérer son conteneur par la voie routière après une perturbation, ça va créer de la congestion, quoi, en fait. Les alternatives existent, quoi, en fait, hein, mais il faut les tester avant pour savoir à quel moment on les enclenche. Et puis, il faut effectivement en fait, que tout le monde s'aligne pour pouvoir se dire je prends des rendez-vous routiers, je les respecte pour ne pas engorger effectivement les accès quand il y a effectivement une perturbation à un moment donné. Oui, très bien.
François. Simplement pour répondre à Luc et à Chris, notamment sur la question des entrepôts qui sont en dehors des zones de circonscription portuaire. En tout cas, pour les commissionnaires de transport, on n'est absolument pas opposé à l'idée. Alors, c'est un peu différent à Anvers parce que ce n'est pas le même pays, mais en tout cas, en France, on rentre quand même en confrontation avec la loi climat résilience qui nous impose un principe qui s'appelle zéro artificialisation nette et qui ne nous permet pas facilement d'avoir un entrepôt à proximité de la zone portuaire puisque c'est compliqué à mettre en place. Dans la circonscription portuaire, aujourd'hui, ça a été exonéré, mais la circonscription portuaire, bon, parfois, elle est utilisée pour des entreprises de batterie, elle est utilisée pour des entreprises qui ont assez peu de choses à voir avec le fret de marchandises, qui pourtant fait vivre le port et qui est l'activité traditionnelle. Mais on n'est pas complètement opposé, si c'est une solution. Merci. On va juste, si tu permets, Chris, redonner la parole à la salle une fois. Bonjour, voilà, Claire Arnaud, je travaille à la JITM. J'ai une question pour Luc Arnout. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure comme levier, vous entendez ? Oui, comme levier, les partenariats, la construction de partenariats nationaux et internationaux, agir ensemble. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que vous travaillez et comment vous voyez, enfin sur quel point, le travail de la construction d'une stratégie portuaire européenne qui est en train de se construire à la Commission européenne. Il y a plusieurs volets. Il y avait un volet notamment compétitivité, il y a un volet sûreté, sécurité, il y a un volet développement durable. Et je voulais savoir concrètement comment le port d'Anvers, comment la Belgique travaille et les points majeurs pour votre port et pour la Belgique sur ces différents points. Oui, c'est intéressant parce que stratégie portuaire nationale, bon, en France, elle est encore embryonnaire, mais aussi au niveau européen. Et au niveau européen. Très bonne question, pas facile à répondre. Pour l'instant, on veut vraiment avancer en partenariat et on voit que ça va plus vite dans le bilatéral. Certains de vous ont certainement lu qu'on a une collaboration assez profonde avec le port de Rotterdam. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé possible il y a 5 ans, même il y a 3 ans. Maintenant, on a fait un programme ensemble avec le port de Rotterdam pour travailler, entre autres, sur la décarbonisation, mais aussi sur comment on peut faire du lobbying vers la Commission européenne pour créer une politique européenne au niveau des ports. On fait ça ensemble parce qu'on croit qu'on est plus fort, évidemment, les deux. Peut-être petite phrase à côté, pourquoi on peut travailler ensemble maintenant. Bon, c'est un élément psychologique. On a, du début des discussions, on a défini sur quoi on n'allait pas parler. On a dit, ça reste hors de notre collaboration. Et en définissant très clair les points non discutés, on pouvait mieux discuter sur les points possibles. Donc juste à côté, ça a bien marché. Certainement, on ne parle pas des tarifs et choses comme ça, même pas de grands dossiers commerciaux. Donc, c'est à côté. L'idée, c'est, et je pense qu'on avance bien, que les ports jouent un rôle crucial, évidemment dans les chaînes logistiques, mais aussi dans la décarbonisation. Donc, on voit maintenant, et je suis bien heureux de ça, que Ursula von der Leyen est venue à Anvers il y a 3 semaines pour expliquer le EU Clean Industrial Deal, qui est donc un moyen pour augmenter la compétitivité de l'industrie en Europe, mais aussi de parler sur la politique des ports. Donc ça doit encore avancer, mais je vois un intérêt très clair au sein de la Commission européenne de vraiment comprendre l'importance des ports. Et donc, pas par pas, on va avancer. Donc, l'année prochaine, je vous réponds en plus de détails. Merci, Luc. Chris, une petite réaction. Oui, juste une petite réaction pour ne pas être frustré, mais je pense juste qu'il ne faut pas opposer aujourd'hui industrie et logistique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce sont les projets industriels que nous implantons aujourd'hui qui feront les flux de demain, en fait. Après, sur la logistique, aujourd'hui, les solutions logistiques existent. Vous avez dénombré plus de 600 000 mètres carrés qui sont soit en projet, soit en permis de construire, qui peuvent répondre aux attentes des logisticiens sur l'ensemble de l'axe Seine. Et on en a parlé lors de la table ronde d'hier. Évidemment, maintenant, il faut tenir compte des contraintes liées aux ZAN, liées aux enjeux environnementaux qui
doivent nous permettre effectivement de concevoir une logistique plus vertueuse, plus densifiée et mieux située aujourd'hui. Et le discours que nous portons, c'est bien sûr que la logistique dans les ports, elle a bien plus de pertinence que n'importe où ailleurs aujourd'hui, en fait, puisque les ports disposent déjà de l'infrastructure existante, des moyens de transport, de l'offre trimodale. Et ce discours-là, je pense qu'il faut qu'on le porte de manière collective envers les pouvoirs publics, envers les collectivités, pour renouveler l'offre logistique sur l'ensemble de l'axe Seine. Et c'est ça qui permettra effectivement d'en faire un axe aussi performant que les autres ports en Europe, bien entendu. Merci. On a 2 minutes. J'aurais aimé qu'on refasse un rapide tour de conclusion en 1 minute chacun pour expliquer un peu, d'après vous, et quels sont les axes pour, pour avoir une résilience des ports et améliorer la compétitivité des ports. Chris Je vais commencer. Alors, peut-être juste pour conclure sur cette table, moi j'ai l'impression qu'il faut peut-être distinguer perturbations ponctuelles et perturbations, j'ai envie de dire, conjoncturelles ou structurelles. Sur les perturbations ponctuelles, comme on se l'est dit, le plus important, c'est de remettre la machine en marche, quoi, en fait. D'offrir toutes les alternatives possibles, d'avoir un maximum de cordes à son arc, d'avoir des schémas organisationnels pour pouvoir se dire ok, effectivement, le port a été fermé aujourd'hui, mais demain, il réouvre dans les meilleures conditions et tout le monde se mobilise pour pouvoir sortir la marchandise parce que, effectivement, la marchandise qui stationne, évidemment, elle coûte cher. Deuxième élément dont on a peut-être un peu moins parlé lors de cette table ronde, en fait, c'est les perturbations structurelles qui nous attendent, quoi, en fait. Et peut-être que cette table ronde est arrivée un petit peu trop tôt parce que les mesures que va annoncer Donald Trump, je crois qu'il les annonce ce soir à 22h, donc on les suivra aussi. Évidemment, en fait, là-dessus, personne n'a de boule de cristal, personne ne sait comment le consommateur final, comment les flux vont réagir, quoi, en fait. Il y a évidemment des études qui existent et nous, notre rôle, c'est aussi d'utiliser cette intelligence économique pour anticiper l'avenir, quoi, en fait. Aujourd'hui, les modèles économiques arrivent un peu à leur limite. Il y a des modèles qui sont publiés par l'Office français des conjonctures économiques qui disent que sur certains produits, l'élasticité prix joue moins que sur d'autres, quoi, en fait. Donc c'est ça qu'on va voir ce soir, quoi, en fait. Évidemment, si les taxes sont de 10 ou de 25%, le consommateur va s'adapter. Si les taxes sont de 200%, les modèles économiques arrivent à leur limite, quoi. Et le rôle d'un port, c'est évidemment d'anticiper cet avenir qui est de plus en plus incertain, mais elle passe effectivement par la mise en place d'études appropriées et un déploiement d'une intelligence économique pour anticiper autant que faire se peut l'avenir. Luc, compétitivité, résilience, alors malgré les crises. Il y a une chanson en Belgique maintenant qui va comme ça. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Oui. Donc, collaboration et partenariat, je pense que c'est vraiment important. Communication ouverte. Comme port, on a un rôle à jouer. On a une importance énorme qui est sous-estimée. Donc, il faut vraiment, de notre côté, comme port, il faut se présenter avec toutes nos possibilités. Et pas encore, innovation, je veux quand même répéter ça, innovation comme levier pour améliorer le transport de marchandises, communication avec tous les parties infrastructure, n'oublions pas un dernier élément, un port c'est une infrastructure essentielle, donc ça a été déjà mentionné, mais les plans de sûreté, pour garder la sûreté du port, c'est tellement important. On fait ça maintenant ensemble avec tous les parties dans le port, créer alors une résilience au niveau du port global. Merci. Du côté des commissionnaires, François, si on devait en 2 mots essayer de dire quels sont les leviers de compétitivité et de résilience des ports? En 2 mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. En 2 mots, je dirais du courage teinté d'optimisme. Du courage pour les acteurs qui utilisent les ports, du courage politique pour prendre les bonnes décisions, et puis un peu d'optimisme et de compréhension en se disant qu'aujourd'hui, toutes ces perturbations et ces aléas, nos professions, en tout cas de commissionnaires de transport, elles sont faites pour justement y être résilientes, s'adapter. Et donc, je terminerai par ces mots-là. Merci. Jean-Michel, c'est quoi l'optimisme, le courage? Qu'est-ce que tu rajouterais? Oui, ça, je souscris totalement. C'est que chaque acteur prenne sa part là-dedans et qu'on avance collectivement. Il y a des solutions. En tout cas, ça a déjà été dit, mais les chargeurs français
souhaitent des ports à proximité avec des solutions. Donc ça c'est un point qui restera, je pense. On va faire le nécessaire pour se battre là-dessus, mais il faut effectivement, on parle de stratégie nationale portuaire, peut-être avoir des axes très axés marchandises sur ces stratégies nationales portuaires qui permettent justement cette fameuse fluidité de la marchandise. Il y a des solutions. La solution qui a été donnée tout à l'heure de dire il y a des stockages extérieurs, c'est des coûts. Et aussi, il faut le savoir. Donc tout ça, pour un chargeur, c'est important. Il faut juste que ça se passe bien et correctement quand la marchandise arrive. Et il faut effectivement que les chargeurs sachent aussi se défendre. Et j'invite les chargeurs, effectivement, si ça intéresse les sujets... Oui, alors il y a encore une troisième conférence. Déjà tout à l'heure, on a voulu me faire le coup de me vider la salle. Donc là, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Il y a une troisième conférence. Maxence, pour le mot de la fin. Donc on a entendu courage, optimisme, résilience. Tout ça s'applique aussi au numérique. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. J'ai rajouté la digitalisation, en fait. C'est-à-dire que la mise en place le niveau de digitalisation des acteurs va aider à la collaboration, puisqu'on va permettre d'avoir des données dans des systèmes qui sont structurés, et en les partageant, on va pouvoir mettre en place des processus collaboratifs qui vont forcément développer la résilience et la compétitivité des ports français. Par ailleurs, c'est un sujet qui évolue beaucoup, qui évolue très rapidement, on le sait, et c'est un sujet sur lequel justement on peut développer des choses nouvelles à tout moment, et donc on va pouvoir créer la compétitivité des ports français en investissant dans ce type de pratique. Et c'est la responsabilité de tous, parce que la digitalisation, c'est pas quelque chose qu'on peut externaliser à un acteur. Chacun des acteurs doit s'impliquer dans cette démarche-là, doit avoir ces données qui sont accessibles, qui sont dans des systèmes qui sont structurés, parce que ça permettra justement à l'ensemble de la communauté d'en bénéficier et de créer une valeur collective qui profitera à tous, puisqu'elle fera augmenter le niveau de compétitivité d'une place portuaire, par exemple. Merci, je vois que c'est pas qu'on veut nous... voilà, on fait des grands signes comme quoi il faut que je m'arrête. Je vous invite dans 5 minutes à la prochaine conférence sur le ferroutage comme levier de croissance dans les ports. Merci à tout le monde. Et puis, voilà, on va enchaîner très rapidement. Merci à tous.